Donc, et après, vous voyez, je vous présente un peu plus rapidement où se trouve la capitale de la région, la ville principale. Quant au nombre d'habitants, on compte à presque 1,5 million d'habitants, région de Murcie. Et ici, je vous présente la ville principale, donc la capitale compte presque 450 000 habitants. Et vous voyez tous les autres villes importantes de la communauté autonome. Bon. Au niveau du système éducatif murcien, qui est l'application régionale du système éducatif espagnol, et l'éducation en Espagne se distribue dans deux types d'établissements différents. Je parle de l'éducation non universitaire. En région de Murcie, on a 410 CEP, c'est-à-dire les écoles, Colegio de Educación Infantil y Primaria, où l'on assure donc l'éducation maternelle de 3 à 6 ans, c'est pas obligatoire évidemment. L'enseignement primaire de 6 à 12 ans, ça commence la partie obligatoire de l'enseignement non universitaire. Après, il y a 120 IES, Instituto de Enseñanza Secundaria. En France, cela est partagé entre le collège et le lycée, qui assure l'enseignement secondaire obligatoire, appelé ECO, Educación Secundaria Obligatoria, enseignement secondaire obligatoire, de 12 à 16 ans. Le bachillerato, je l'ai mis comme ça, c'est non obligatoire, c'est après l'enseignement obligatoire, entre 16 et 18 ans. Aussi, l'enseignement professionnel en Espagne, l'enseignement professionnel est assuré dans le même établissement que l'enseignement général. Il n'y a pas d'établissement, il n'y a plus, parce qu'autrefois il y avait deux établissements différents pour l'enseignement professionnel et secondaire. Et aussi, quant au nombre d'élèves dans l'enseignement public, c'est-à-dire l'enseignement public, c'est l'enseignement dans les établissements publics et sous contrat, c'est privé sous contrat. Le total pour ce c'est autour de 200 000 élèves. Donc pour la maternelle, on a presque 42 000 élèves. Pour le primaire, je présente c'est autour de 82 000 élèves. Pour le secondaire obligatoire, c'est autour de 106 000 élèves. Pour le bachillerato, c'est-à-dire l'enseignement post-obligatoire, ça fait 19 000, presque 20 000 élèves. L'enseignement professionnel, autour de 12 000. Et après, il y a le PCPI, c'est l'acronyme le programme pour la qualification professionnelle initiale. Et c'est des qualifications, c'est autour de 2600 élèves. Et pour l'éducation spécialisée, c'est-à-dire les établissements d'éducation spécialisée, autour de 900 élèves. Donc, je vais commencer directement comment on fait en région de Murcie pour répondre aux élèves à des besoins éducatifs particuliers. Voilà, c'est la table de matière que nous allons travailler cet après-midi. D'abord, un peu mettre le cadre et le point d'action, la réponse éducative, les besoins spécifiques, vous voyez. Ça, c'est un petit peu comment on va commencer. Donc, la loi où l'on base l'éducation spécialisée, c'est le Decreto 359/2009 de la Communauté autonome de la région de Murcie, établi, tout en respectant la loi organique de l'éducation nationale, c'est de 2006, que les différents élèves considérés comme des élèves à besoins spécifiques susceptibles de recevoir une attention éducative différente pendant une partie de leur scolarisation ou pendant toute leur scolarisation sont des élèves à des besoins éducatifs spécifiques ou particuliers, des élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage, des élèves qui ont un potentiel intellectuel, des élèves étrangers qui sont entrés tardivement dans le système éducatif espagnol, et les élèves à des conditions personnelles qui, a priori, peuvent entraîner des soucis éducatifs, des élèves dont le dossier personnel peut entraîner en origine une inégalité, une différence par rapport aux autres. Et voilà, je vous laisse, si vous voulez, si possible, cliquer sur un lien. Ça, c'est le site internet du service de l'attention à la diversité. La réponse éducative aux besoins spécifiques des élèves, en espagnol, on l'appelle Attención a la Diversidad. Et voilà, c'est le site internet du ministère de l'Éducation où l'on travaille toutes les affaires qui ont un rapport avec ça.
dans les établissements éducatifs doivent élaborer le plan d'action pour la réponse éducative aux besoins spécifiques des élèves, tout en respectant les principes de valorisation et d'inclusion comme deux valeurs principales. C'est l'équipe de l'orientation psychopédagogique qui se charge de cette élaboration avec les mesures ordinaires et les mesures spécifiques d'attention aux besoins spécifiques des élèves. Elle a aussi mise en place des dispositifs pour les élèves ayant besoin d'une attention plus spécifique. C'est l'équipe de direction qui révise ce plan et qui le propose à la commission pour la coordination pédagogique où se trouvent tous les chefs de section, c'est-à-dire les chefs de section d'espagnol, de mathématiques, de français, etc. Et les actions générales pour la réponse aux besoins spécifiques des élèves sont les stratégies que le système éducatif met en place pour garantir un procès pour la scolarisation dans les conditions d'égalité visant à compenser les inégalités personnelles, culturelles, économiques et sociales. Elles sont les suivantes. La distribution équilibrée des élèves dans tous les établissements éducatifs publics et privés sous contrat pour éviter la discrimination ou les établissements meilleurs ou les établissements qui sont pires. Des dispositifs et des mesures d'action positive visant la prévention de l'absentéisme et l'abandon scolaire. Il y a aussi des programmes pour adapter les conditions physiques et technologiques des établissements avec des ressources matérielles et d'accès. L'appui psychologique des élèves victimes du terrorisme, c'est très général, pas particulier en région de Murcie, mais ça existe aussi, ou des catastrophes naturelles ou de la violence en général. Et toutes celles qui assurent la qualité éducative pour tous les élèves. Et les mesures pour l'accompagnement ou l'appui ordinaire cherchent à favoriser l'adaptation des éléments du cursus au contexte social et culturel de l'établissement scolaire et aux particularités des élèves visant à donner aux élèves une attention le plus individualisée possible dans le procès de l'enseignement-apprentissage. Ces mesures sont les suivantes. L'appui ou l'accompagnement individuel en classe, ou bien le regroupement souple adapté aux besoins des élèves, la proposition de matières optionnelles aux élèves en fonction des besoins d'apprentissage de ces élèves. Il y a aussi des groupes de renforcement des matières comme l'espagnol, le mathématique, l'histoire géo, les sciences naturelles, si c'est le cas dans des ajustements très forts, très importants. Ça se fait en première année d'ESSO, en deuxième année d'ESSO, c'est-à-dire autour de 12-13 ans et 13-14 ans. Et pour plus tard, ça existe aussi le programme pour la diversité du cursus en troisième et en quatrième année d'ESSO. C'est ce qu'on appelle en espagnol diversification curriculaire, avec l'acronyme PDC. Après, il y a les mesures d'accompagnement spécifiques, sont tous les dispositifs ou les programmes qui donnent une attention personnalisée aux élèves à des besoins spécifiques qui n'ont pas obtenu une réponse dans les mesures ordinaires, leur permettant d'atteindre le cursus et les objectifs de l'étape correspondante. On trouve par exemple le groupe atelier, en espagnol on dit aula taller, qui est adressé à des élèves qui ont des problèmes de conduite, qui ont, on peut dire, de la phobie scolaire, qui peut-être ont abandonné le lycée. Il y a aussi des groupes d'approfondissement pour les élèves à haut potentiel intellectuel. Et ça existe aussi, entre guillemets, aujourd'hui, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en Espagne, c'est l'éducation compensatoire. C'est pour les élèves qui sont entrés tardivement dans le système éducatif espagnol, des élèves étrangers qui ne parlent pas l'espagnol. Il y a aussi le PAE, c'est un dispositif qui s'appelle accompagnement scolaire. C'est une aide pour la réalisation des devoirs hors de l'horaire scolaire de l'établissement pour des élèves de milieux défavorisés. Ça existe aussi un dispositif pour les élèves qui sont dans les hôpitaux, qui sont hospitalisés, ça s'appelle aulas hospitalarias. Il existe aussi le programme pour la diversité du cursus, dont l'objectif
et atteindre le diplôme de l'enseignement secondaire obligatoire, mais il faut d'abord une évaluation scolaire psychopédagogique de l'élève en question. Et les élèves concernés sont des élèves qui se trouvent en troisième année d'ESSO, des élèves qui ont déjà redoublé la deuxième année de l'ESSO et qui ne peuvent pas continuer normalement dans un groupe de troisième année, c'est-à-dire ils ont autour de 15 ans. Plus tard, il y a le PCPI, c'est le programme pour la qualification professionnelle initiale, dont le but, dont les élèves concernés sont des élèves âgés de plus de 16 ans et qui n'ont pas eu le diplôme de l'ECO, ou des élèves de 15 ans qui sont en deuxième année de l'ECO, qui ont déjà redoublé et qui ne peuvent pas passer en troisième année à cause de mauvais résultats. Pour les objectifs sont éviter l'échec scolaire de ces élèves, envisager des possibilités de formation professionnelle et leur fournir des possibilités d'entrée dans le monde du travail. Quant aux besoins spécifiques d'accompagnement éducatif, pour identifier les élèves à besoins spécifiques ou particuliers, il faut une évaluation psychopédagogique assurée par l'équipe de l'orientation de l'établissement et une évaluation du niveau par les enseignants d'espagnol et de mathématiques, préalable en début d'année scolaire. Après ces évaluations, on peut identifier les élèves suivants. Les élèves AGNE, c'est l'acronyme en espagnol des élèves à des besoins éducatifs spécifiques, et les élèves à haut potentiel intellectuel, dont le professeur devra le proposer un élargissement du cursus général. Pour les élèves qui sont entrés tardivement dans le système scolaire des élèves du système éducatif espagnol, d'abord on peut le proposer leur intégration dans un pôle ou dans une classe d'accueil scolaire appelée LE, espagnol à l'étrangère, et s'ils évoluent favorablement, on peut leur proposer de s'intégrer dans un groupe ordinaire. Pour la scolarité des élèves à des besoins spécifiques, d'abord doit régner la distribution équilibrée dans tous les établissements, publics et privés sous contrat pour éviter la discrimination. Il doit y régner aussi le principe d'efficacité et de qualité pour que le parent, définitivement, peuvent choisir dans quel établissement veulent que leurs enfants aillent. Et il est souhaitable aussi et préférable l'existence des groupes spécialisés, mais dans l'établissement et pas en dehors. Le principe de normalité. Quant à la compensation dans l'éducation des inégalités sociales et personnelles, elles sont de différents types. Par exemple, pour les élèves qui viennent d'un milieu social défavorisé, qui doit fournir aux établissements de ressources matérielles et humaines pour éviter les inégalités dérivées de facteurs sociaux, économiques, culturels, géographiques, ethniques ou d'autres. Les établissements devront prioriser ces actions en groupe ordinaire, c'est-à-dire en classe. Pour les élèves qui viennent de l'école rurale, c'est une école très particulière avec des caractéristiques spéciales qui doit avoir ses propres moyens et systèmes organisationnels différenciés pour qu'elle puisse répondre aux besoins spécifiques tout en garantissant l'égalité de chance. Il y a aussi, comme je viens de vous dire, des classes aux hôpitaux. Je peux vous montrer, si vous voulez, les liens de travail Ça, c'est le site internet de Aulas Hospitalarias, c'est le salle de classe dans les hôpitaux. Par exemple, si vous cliquez ici, on vous présente les différentes salles existantes dans la région de Murcie, dans les principaux hôpitaux qui ont des élèves qui sont hospitalisés pendant plus d'un mois dans l'hôpital. Voilà, je vous présente le principal, vous voyez. Et qui est adressé et qui assure ce genre d'enseignement. Après, en relation avec la question antérieure, il y a le cours à domicile pour des élèves en convalescence après hospitalisation ou maladie. C'est pour des élèves convalescents pour plus de 30 jours et des élèves avec des maladies chroniques
essaie de favoriser la suite de l'élève dans le système éducatif. C'est l'établissement scolaire qui doit informer les parents de l'existence de ce service, et c'est le parent qui doit le demander. Pour les élèves soumis à des mesures de protection tutelle et judiciaire, si la mesure judiciaire le permet, la réponse éducative va être assurée dans l'établissement commun. En cas contraire, la réponse éducative sera mise en place dans l'établissement, dans l'établissement où les élèves soient internes. Ici, vous voyez la dernière loi qui est publiée en région de Murcie à propos de ça. C'est la... Ça fait 20 jours, c'est le 5 mars. Donc la communauté, c'est la région de Murcie, essaye de donner une attention éducative particulière aux élèves qui ont un problème judiciaire. Pour les élèves absentéistes, il y a aussi un programme. Le ministère autonome doit développer 2 plans et des actions visant à favoriser la prévention, le contrôle de la permanence des élèves dans les systèmes éducatifs avec le partenariat des municipalités, mais aussi des associations de parents d'élèves. Ici, voilà, c'est aussi un site internet particulier où les personnes qui travaillent ou les parents qui ont des élèves dans cette situation peuvent se renseigner. Ici, par exemple, je clique ici pour voir tout le plan d'action. La mesa régionale, c'est la table de réunion. La loi, le partenariat avec les institutions et les salles où les élèves travaillent, où le prof travaille, etc. Pour répondre aux besoins spécifiques des élèves, il y a aussi les établissements d'éducation spécialisés et qui sont consacrés aux élèves à besoins spécifiques graves et permanents liés à des conditions personnelles de handicap physique, psychique ou bien sensoriel et à des besoins d'appui et de renforcement forts et généralisés. Ces établissements favorisent l'égalité de chances tout en permettant le développement intégral des capacités des élèves. L'enseignement est organisé en étapes et en cycles. Il y a l'éducation maternelle, l'éducation, disons, basique, secondaire et primaire, et l'étape post-obligatoire, avec des dispositifs de formation pour le passage à la vie adulte et de qualification professionnelle. Mais il y a aussi des salles d'accueil dans des établissements communs. Les salles d'accueil dans les établissements communs cherchent à fournir, dans un contexte harmonique, aux élèves à besoins éducatifs particuliers, graves et permanents, tels que l'autisme, le handicap psychique sévère et profond, le handicap auditif sévère et profond aussi, dont la scolarité a besoin d'une aide constante individuelle qui n'est pas possible dans une salle normale. Elles sont assurées par des professeurs spécialisés. Pour assurer la réponse éducative aux besoins particuliers des élèves, il y a l'orientation psychopédagogique. L'orientation psychopédagogique et professionnelle est un droit principal des élèves. Il s'agit d'un élément absolument lié à l'éducation et elle est inséparable de celle-ci. Ces objectifs sont la prévention des déséquilibres au sein du processus éducatif, le développement personnel, et le pôle d'action sur le suivant, c'est l'appui dans tout le processus d'enseignement-apprentissage, l'action de tutorat des élèves coordonnée par le professeur principal du groupe, et l'orientation éducative, psychopédagogique et professionnelle des élèves. Les services de l'orientation sont assurés par les structures suivantes en fonction de l'établissement dont on parle. En éducation maternelle et en éducation primaire, il s'agit des équipes d'orientation qui ne sont pas situées dans les établissements, mais par équipe, par réponse. Ça dépend de l'endroit géographique dont on parle. En enseignement secondaire, les équipes d'orientation psychopédagogiques se trouvent dans les établissements. En enseignement des adultes, il existe la figure du conseiller pédagogique. En
en éducation maternelle, les tâches des équipes d'orientation psychopédagogique en éducation maternelle sont l'évaluation psychopédagogique des élèves pour la détermination des besoins spécifiques des élèves. Dans le lien, voilà, c'est le site internet de travail des équipes de l'orientation pour le primaire. En éducation spécialisée, les tâches sont le soutien qui vise les enseignants et les parents. Et dans l'enseignement secondaire, le travail c'est un peu plus gros, disons. C'est l'évaluation psychopédagogique pour trouver les élèves à haut potentiel intellectuel, pour détecter les élèves à haut potentiel intellectuel, les élèves à des besoins spécifiques, éducatifs et spécifiques, la création de PAT, c'est le programme pour l'action de tutorat, l'orientation pédagogique des élèves, et la réponse aux besoins éducatifs en général. Ici, le lien du site de travail du portail de l'orientation éducative en éducation secondaire, enseignement secondaire. C'est le ministère C'est le ministère de l'Éducation, de la Formation et de l'Emploi de la région des Murcie qui se charge de fournir aux établissements des ressources humaines telles que des enseignants experts en éducation spécialisée, des enseignants experts en audition et langage, et des enseignants pour la compensation des inégalités. Il y a aussi des professeurs qui sont appelés académiciens assistants éducatifs, des professeurs experts en service à la communauté. Quant aux ressources matérielles, d'abord, dans plus général, c'est le transport scolaire pour habiter, pour fournir aux élèves le déplacement s'ils sont éloignés de l'établissement scolaire, et l'équipement didactique et le moyen technique nécessaire pour que tout devienne accessible possible pour les élèves à besoins spécifiques, l'emploi de nouvelles technologies et aussi de bourses pour favoriser la mobilité des élèves. Et la réponse des élèves à besoins éducatifs particuliers est une ligne prioritaire de travail dans le plan régional pour la formation des enseignants qui touche toutes les activités de la formation, les enseignants et les équipes de direction. Ces activités favorisent le développement de dispositifs pour favoriser la recherche et l'innovation dans les établissements scolaires. Le ministère de l'Éducation fait la diffusion correspondante des projets, des expériences et des bonnes pratiques en ce qui concerne la réponse aux élèves à des besoins éducatifs particuliers. Il y a un soutien important à la publication physique et sous format numérique des projets, des travaux et des recherches dans ce domaine adressés à la communauté éducative, ainsi que les matériels créés pour aider les professeurs chargés de ces élèves. Les plateformes numériques existent pour la formation à distance des enseignants, l'échange des expériences, etc. En ce qui concerne la participation des familles, c'est-à-dire que les parents doivent participer, sont invités à participer et collaborer dans la réponse des élèves à des besoins éducatifs particuliers et dans tout le procès de détermination des besoins de soutien spécifiques. Comment dans la participation dans les décisions scolaires, dans l'élaboration du programme d'action du tutorat et dans les actions développées pendant toute la scolarité des élèves. L'administration régionale éducative et l'établissement éducatif doivent toujours renseigner, orienter et informer les familles concernées. Pour mettre en place toutes les actions dont on vient de parler, les établissements doivent avoir leur propre programme pour la réponse aux besoins éducatifs spécifiques des élèves. Ils doivent élaborer un plan dont le but doit comprendre toutes les réponses éducatives aux besoins spécifiques dans l'établissement scolaire. Le plan est élaboré dans le sein de l'établissement par l'équipe de l'orientation psychopédagogique sous la direction du chef d'établissement. Et il doit inscrire les suivantes réponses éducatives. On commence par les actions générales.
comme le dispositif activité pour prévenir l'absentéisme scolaire, les collaborations établies entre les différents pouvoirs publics, du ministère jusqu'à la municipalité, adapter les conditions technologiques et physiques des établissements, organiser les espaces et les groupes d'élèves et les dispositifs approchés de recherche. Aussi, le plan doit inscrire aussi des mesures de genre ordinaire telles que l'apprentissage coopératif à travers les tâches, les projets et l'auto-apprentissage, l'apprentissage par la découverte, ainsi le contrat pédagogique, l'enseignement à plusieurs niveaux et les ateliers d'apprentissage. C'est important aussi les groupes interactifs plus les travaux à points, d'après le niveau des élèves, le renforcement de cursus dont on vient de parler, les regroupements souples doivent être établis dans le plan. Il y a aussi l'orientation de matières optionnelles en fonction des besoins des élèves. Et bien sûr, les nouvelles technologies. Quant aux mesures spécifiques, dans le plan doivent apparaître quelles sont les adaptations significatives du cursus d'après les élèves et quelles sont les adaptations significatives pour l'accès ou bien l'élargissement du cursus. Si l'établissement trouve pour nous nécessaire l'assouplissement des années scolaires concernant les élèves nés ou à haut potentiel intellectuel, si l'établissement a préparé un dispositif appelé en région de Murcie ABC et pour les élèves à déficit auditif, par exemple, je vous ici le lien où on explique il y a quelques établissements peuvent décider de recevoir des élèves qui ont un problème auditif. Donc voilà, c'est le site internet. Et ça fait 14 ans. S'il faut établir un pôle LE pour les élèves étrangers, s'il faut établir aussi un PAR, un dispositif d'accompagnement scolaire, si l'établissement doit compter ou veut compter avec un groupe atelier, et voilà, ici c'est un petit peu l'explication, le résumé, qu'ils ont les élèves qui vont aller au groupe atelier. Aussi un site internet pour renseigner, pour renforcer le travail des professeurs de salle atelier. Dans le plan de travail de l'établissement scolaire doivent apparaître aussi les classes professionnelles pour les élèves âgés de plus de 15 ans, les programmes pour la diversité des cursus, le programme pour la qualification professionnelle initiale, qui est adressé dans quel pôle est adressé, dans quel pôle professionnel, s'il existe ou non l'appui à domicile dont on vient de parler, c'est intéressant. S'il y a des élèves qui reçoivent l'enseignement de salle dans les hôpitaux, les parties que doit comprendre un plan élaboré dans un établissement scolaire sont les objectifs, les actions dont on vient de parler, le suivi et l'évaluation du plan d'action du tutorat, et qui fait partie, dans l'équipe de professeurs, qui fait partie de l'équipe pour la réponse aux besoins spécifiques des élèves. D'abord, c'est le chef d'établissement qui gère tout le travail. Bien sûr, le professeur coordonnateur des différentes étapes, le professeur principal du groupe en question, le professeur qui assure la pédagogie thérapeutique et l'attention au handicap sensoriel des élèves, et le professeur pour la compensation éducative, appuyé par le coordinateur de l'équipe d'orientation psychopédagogique. Et le plan doit être rédigé. C'est un travail de tous les enseignants, plus le personnel pour la réponse éducative complémentaire.
D'abord, c'est l'équipe de direction qui rédige les objectifs avec les conseillers de l'équipe pédagogique. La ACCP, c'est la commission pour la coordination pédagogique, se charge de l'évaluation et le suivi de ce plan dans l'établissement en question. Informe au conseil des professeurs, au conseil scolaire. Et l'inspection éducative révise et évalue le développement du programme en essayant de trouver les modifications correspondant à l'équipe pour la réponse aux besoins éducatifs spécifiques. Et le plan doit être intégré dans le programme, dans la programmation générale annuelle de l'établissement. Voilà, je vous présente maintenant des liens qui peuvent être aussi intéressants pour finir mon intervention. Le site internet de la Conseillerie d'éducation, c'est le ministère, c'est en espagnol le ministère de l'Éducation régionale. Voilà, je vous présente. Voilà, c'est le site officiel du ministère de l'Éducation régionale. Ici, c'est le portail éducatif d'échange des expériences des professeurs, des élèves et du ministère. Et voilà, avec les nouvelles, les choses qui viennent d'arriver. Le site internet général pour la réponse aux besoins spécifiques des élèves. Voilà, c'est ici. Aussi la publication du document législatif par rapport aux besoins spécifiques des élèves. Les différents sites internet autour de la diversité de la réponse éducative aux besoins spécifiques. Suivant. Bon, voilà. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a tout de suite des questions pour M. Sanchez González? Voilà. Ce qui ne nous empêche pas donc de dialoguer après l'intervention de M. Yalberson, pour comparer les deux systèmes. Mais il y a peut-être des questions immédiates. Oui, merci. J'avais juste une petite question. Est-ce que vous pourriez revenir brièvement sur le rôle de la famille dans l'appréciation de la situation de l'élève à besoins spécifiques? Je suis là. Ah, pardon. Ok, je recommence. Pardon? C'était pour comprendre un peu le rôle de la famille dans l'appréciation de la situation de l'élève. Est-ce que c'est la famille qui décide ou c'est les professeurs qui décident ou si c'est le chef d'établissement qui décide des besoins de l'élève? Finalement, c'est la famille qui décide. Finalement, c'est qui décide si l'élève doit être intégré dans un groupe particulier ou pas. Mais d'abord, c'est l'équipe psychopédagogique qui fait l'évaluation de l'élève et qui montre au professeur, mais à la famille, la situation de l'élève. Et c'est la famille qui décide s'il veut introduire l'élève ou intégrer l'élève dans un pôle ou dans un autre. Finalement, si la famille ne veut pas, l'élève continue dans le système général. J'aimerais savoir, vous avez dit que les élèves étaient répartis de manière égalitaire entre les établissements privés et publics, donc il n'y ait pas d'inégalité. J'aimerais savoir si vous avez des quotas, si vous obligez certains établissements à prendre des élèves, ou comment ça se passe? Mais obligé dans quel sens? Il y a une diapositive que vous avez passée qui dit que les élèves doivent être répartis de manière égalitaire entre le privé et le public. Alors, s'il a privé, mais privé sous contrat. Oui. C'est-à-dire qui dépend du budget public. Dans ce cas-là, s'il y a un établissement qui n'a pas d'élèves à des besoins particuliers, l'administration, la consejería peut obliger cet établissement à prendre des élèves si un autre établissement est surchargé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non.
c'est la pédagogie thérapeutique? La pédagogie thérapeutique, Oui, vous avez la pédagogie thérapeutique, c'est un professionnel, c'est développé par un professionnel, un professeur qui se charge des élèves dans un établissement commun, des élèves qui ont des problèmes sensoriels, par exemple. Bien, donc Monsieur Hjalmarsson, c'est à votre tour. Ouais, on peut glisser.